Un nouveau rendez-vous innovation sur le plateau TV de Polytech avec la grande émission Innovation, déchets et valorisation matière. Ma complice Hélène Bouillon-Duparc est à mes côtés, la consultante innovation de Polytech. Bonjour Hélène. Bonjour Jean. Alors on va parler donc de déchets et de valo matière avec trois invités. Vous avez à vos côtés Lucie Noury-Soyer, présidente de Green Creative. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Face à vous Stéphane Ménard, directeur de MPC, Micropulse Plating Concepts. Bonjour. C'est ça, je l'ai bien dit? Tout à fait. Et juste à côté de vous, Carole Fonta, directrice de ACN, Alliance Carton Nature. Alors, bonjour. Avant de commencer, peut-être quelques mots de contexte sur le monde du déchet et de la valorisation matière. On a vu que concernant l'eau et l'air, beaucoup d'innovations avaient été présentées. Est-ce que ça a été le cas dans le domaine des déchets et de la valo? Dans le déchet, vous savez, comme l'eau, c'est quand même les deux grands domaines de Polytech historiques. Non, c'est clair. Donc effectivement, dans le déchet, les déchets, je dirais effectivement jusqu'à la valorisation, on a toute la chaîne de valeur qui est représentée. Et d'ailleurs, on a essayé de faire la même, en proportion aussi sur ce plateau ce matin. Donc on a beaucoup d'innovations dans le domaine de la collecte. Alors il y a collecte, des conteneurs qui deviennent toujours plus intelligents. Il y a beaucoup de choses de connecter, de la gestion de collecte avec géolocalisation. Donc on disait hier et ce matin, tout ce qui est le numérique. Voilà, le numérique, il entre partout dans tous les domaines de l'environnement, pas que dans l'énergie. On est dans l'eau ce matin, dans le déchet, dans les poubelles connectées. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais Green Creative avec sa poubelle R3D3. Enfin, tout le monde connaît, il n'y a plus de problème. Donc il y a toujours des contenus, des conteneurs beaucoup plus innovants, des équipements pour déchetterie aussi de plus en plus performants et puis aussi très axés sur la sécurité des personnes. Ça c'est tous les ans à Polytech on en a, mais c'est de plus en plus. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Après donc dans le traitement, dans le domaine du traitement, on a toujours des solutions de récupération, mais qui vont toujours plus loin dans la récupération, qui vont rechercher plus de pourcentage de produits, enfin de métaux ou de composants. Donc surtout les métaux précieux dans les D3E, on en parlera tout à l'heure, le cuivre, le palladium, on en parlera effectivement. Beaucoup de choses dans les biodéchets. Donc le déconditionnement, les déshydrateurs qui deviennent français, parce qu'avant on importait beaucoup ce genre de matériel. Il y a même une plateforme d'accompagnement des producteurs de biodéchets, c'est nouveau aussi cette année. Et alors après, effectivement, le domaine fondamental, enfin important par rapport au recyclage, c'est la valorisation matière. Donc le plastique avec la nouvelle loi, etc. Donc ça augmente beaucoup sur la valorisation du plastique. Là, cette année, on a de la valorisation du plastique noir. Ça ne se faisait pas au niveau des déchets, ça se faisait qu'au niveau de l'automobile. Oui, c'était la grande faiblesse, effectivement, des filières déchets, c'était le plastique. Et on voit que de gros progrès sont faits année après année. Oui, et puis maintenant, on accepte tous les plastiques aussi dans les poubelles. Enfin, c'est en projet, mais ça va se faire au fur et à mesure. Et puis, on a aussi un organisme de recherche qui est vraiment impressionnant, qui fait beaucoup d'innovation, et là, qui propose une nouvelle matière avec en gros 40% de déchets composites, donc inclus dans cette nouvelle matière, et ça c'est du jamais vu non plus. Donc il y a vraiment des choses très nouvelles, très novatrices, et là on va encore en faire la preuve. Et parmi toutes ces innovations, vous en avez choisi 3. On va peut-être démarrer avec Green Creative, avec Lucie Noury-Soyer, qui va nous présenter un déconditionneur de biodéchets nouvelle génération. Alors dites-moi un petit peu plus. Alors, on a conçu FlexiDry, qui est un outil en effet de déconditionnement pour tout ce qui est biodéchets. On a commencé quelques années auparavant dans la cosmétique, donc on revient de loin, on va dire. Et puis en 2012 est passée la loi sur les biodéchets, et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'acteurs dans le déconditionnement de biodéchets qui permettaient du coup de répondre à cette loi qui implique en fait les gros producteurs de biodéchets pour qu'ils valorisent la matière organique de leurs biodéchets. Et le problème, c'est que quand vous avez une barquette de jambon, un pot de yaourt emballé, vous ne pouvez pas les valoriser via du compost, par du compost ou de la méthanisation. Donc notre machine FlexiDry, elle permet en fait de séparer la matière organique de l'emballage, donc pour une boîte de conserve d'haricots verts, l'haricot vert de la boîte de conserve, et de répondre à cette réglementation. Techniquement, comment ça fonctionne, comment ça marche? Alors c'est très simple, on a essayé de faire simple, puisque dans le milieu du déchet c'est important.
pour que ça tienne sur des années. On vient perforer le déchet, donc on va créer des ouvertures dans le déchet, et ensuite ça rentre dans un trommel, donc un crible avec des mailles de 8 mm, et un rouleau va écraser, laminer le biodéchet contre la paroi. Et donc tout l'organique va sortir du trommel, et l'emballage va rester, va être brossé et va sortir propre à la sortie. Et on a des indésirables quand même à la sortie, ou on est 100% biodéchets? On a 0,5% d'inerte dans la matière organique, et en plus c'est sur matière sèche, donc c'est très très peu, c'est quasi zéro. On est les seuls aujourd'hui. L'intérêt effectivement, c'est pas de broyage des déchets et pas d'eau. Oui, c'est quand même aussi on met très peu d'eau, puisqu'en fait ça c'est venu de la problématique. On a conçu cette machine à partir d'une feuille blanche. C'est ça aussi la grosse différence par rapport à ce qui existe. On avait rencontré des méthaniseurs qui nous avaient dit aujourd'hui c'est très compliqué d'accepter des soupes de biodéchets puisqu'elles sont très sales, polluées de plastique, et aussi elles sont très liquides. Et donc on transporte du vide en fait, de l'eau. Donc c'était un enjeu très fort, et aujourd'hui on arrive à mettre soit 0% d'eau, puisqu'on travaille dans l'alimentation animale avec des groupes comme le groupe Avril, et des fois on ajoute un peu d'eau pour les systèmes de pompe, pour la méthanisation en voie liquide, et on est entre 0 à 2% d'eau, donc c'est très très faible. Donc vos clients sont bien sûr les industriels de l'agroalimentaire, j'imagine, et puis la distribution. C'est alors comment, pour parler marché, hein, comment vous positionnez-vous par rapport effectivement au flux amont? Alors en fait, on a changé notre stratégie. Au démarrage, c'était ça. C'était d'aller voir les industriels agro, comme on l'avait fait avec la cosmétique. On s'est rendu compte que c'était complexe et qu'ils avaient peu de tonnage quand même. C'est le tout réuni qui fait qu'il y a un tonnage important. Donc aujourd'hui, nos clients, c'est des plateformes de compostage, c'est des méthaniseurs, c'est des prestataires de déchets, et c'est eux qui réunissent les tonnages. Et on va sur des projets à peu près entre 2000 tonnes et 10 000 tonnes par an. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça démontre qu'il y a un chaînage qui a changé. Effectivement, le méthaniseur va pas forcément vouloir avoir une matière sèche et on va dire à 100% organique. Il va recevoir des produits qui ont été collectés en amont par des spécialistes de la collecte, et il va installer donc sur l'unité éventuellement votre solution pour avoir une qualité de matière organique optimale. En fait, ça permet deux choses. D'une part, ça lui permet de maîtriser totalement la qualité de ses soupes. Ça, c'est le premier point. Et il y a un deuxième sujet, c'est que beaucoup d'usines se sont montées de déconditionnement voulant traiter 40 000 tonnes de biodéchets. Mais vous n'arrivez pas sur une région à avoir 40 000 tonnes en fait. C'est local, c'est des petits prestataires. Du transport en plus, exactement. En plus, voilà. Ouais. Bien sûr, Hélène, bien sûr. C'est des petits supermarchés, c'est des petits hyper. Maintenant, même les restaurants, des grands restaurants sont concernés par la loi. Mais bon, effectivement, c'est plutôt local, il n'y a pas de massification. Reste qu'il y a quand même de grosses unités, quelques grosses unités de méthanisation. Là, on est sur des gros volumes quand même. Oui, là, on est sur des gros volumes, et nous, on se positionne beaucoup moins sur ces aspects-là. Et aussi, c'est important, mais les agriculteurs, qu'ils soient méthaniseurs ou composteurs, ont une notion de la qualité de la soupe bien plus importante, puisque finalement, c'est dans leur champ, les champs des voisins. Et donc, eux, quand ils viennent voir Flexidry, ils prennent un tamis, ils filtrent et ils regardent si c'est propre. Donc, c'est un enjeu qui est majeur pour eux. Et comment ils faisaient avant? Comment ils faisaient avant? Ils faisaient pas. Ils faisaient pas. On a eu un gros travail de, on va dire, 2013 à 2015, d'évangélisation un peu de la solution. Montrer que ça coûte pas 1 million d'euros, que ça prend pas énormément de place et qu'on peut sortir de la soupe propre. Et ça a été l'enjeu. Et aujourd'hui, on commence à se faire un nom et on commence à avoir des machines installées, à en vendre auprès de ces gens-là. Mais avant, ils y allaient pas. Et ils recevaient des soupes d'industriels, on va dire, qui déconditionnaient, où ça partait en Belgique. C'est tout le côté propre à Pollutech, en fait. On montre des choses parce que le Flexidry, on l'a montré quand même. On l'a montré. Ça fait des années. Créative l'a montré en prototype il y a plusieurs années. Et voilà. Et effectivement, le temps de répondre, enfin pas de répondre au marché. On sait que ça répond à une attente du marché, mais le temps que ça prenne. Et là, cette année, on en est à la commercialisation. Enfin, ça avance, quoi. Et c'est vraiment intéressant de voir le début et comment ça évolue. Aujourd'hui, on apporte une solution vraiment industrielle et on s'est structuré. Il y a 2 ans, on était encore une start-up, on était 5, aujourd'hui on est 18, on a une usine et on fabrique nos produits en France. C'est une autre marche. Bon, question pour finir. Une fois qu'on est passé par le trommel, il reste quand même des emballages. Qu'est-ce que vous en faites?
Alors, sur les flux emballage, il y a deux possibilités. Si on est sur du flux d'hypermarché, ça va être très diffus au niveau plastique, mais aussi ça aura touché du carnet. Donc aujourd'hui, il y a besoin d'hygiéniser avant recyclage ces déchets, donc c'est très complexe. Donc ça continue d'être incinéré. Par contre, quand si nos clients reçoivent des campagnes d'industriels, donc des rebuts de production, on leur propose plutôt de faire des campagnes pour pouvoir recycler à la fin l'emballage. Voilà, c'est des sujets qui sont encore importants. Voilà, il y a encore une marge un saut technologique à faire là-dessus. Tout à fait. Merci beaucoup, Lucie, d'être venue nous présenter votre innovation. Deuxième innovation avec MPC. MPC, Stéphane Ménard, bonjour, bienvenue pour un récupérateur électrolytique de palladium. Donc là, on récupère des métaux ou des molécules, enfin peu importe. On va de plus en plus loin dans le tri et dans la récupération. Oui, tout à fait. Et du coup, là, en tout cas, l'innovation que vraiment je trouvais intéressante de présenter, c'est qu'on récupère pour cette fois-ci, parce que la récupération de palladium, on en a discuté, ça existe déjà, mais là, c'est le palladium métal et c'est dans des solutions colloïdales. Alors là, Monsieur Ménard va nous expliquer. Colloïdales, oui, vous dit. tout à fait. Alors on va vous laisser la parole. C'est là qu'on attend l'explication. On ne va pas faire trop technique, mais en fait, ce sont donc c'est quelque chose qui effectivement n'était pas fait auparavant. Ce sont des solutions qui sont utilisées comme catalyseurs dans ce qu'on appelle la métallisation des plastiques. Donc c'est une grosse industrie française, l'industrie du luxe, tout ce qui est par exemple bouteilles de parfum, bouchons de parfum, etc. Donc c'est tout du plastique qui est métallisé pour ensuite être à une finition donnée. Et donc pour métalliser ces plastiques, qui au départ ne sont pas conducteurs, on va utiliser des catalyseurs. Ces catalyseurs, en l'occurrence, sont souvent basés sur du palladium, qui ensuite, par un effet de remplacement, va pouvoir permettre une première métallisation en cuivre et ensuite une finition d'une couleur. Le palladium permettant de catalyser. Hein. Voilà. D'accord. Et catalyser la matière initiale. Et donc, effectivement, comme catalyseur, ce palladium n'est pas sous forme ionique. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un ion qui va être possible de réduire et donc de capter. Il va être sous forme d'un ligand et donc sous une forme colloïdale. C'est souvent un palladium d'étain. Donc, c'est un ligand palladium éteint. Et donc, cette forme-là n'est pas ionique et donc n'est très difficilement captable. Donc, en fait, notre technologie, notre innovation a été sur un support d'équipements qu'on avait déjà en commercialisation, d'apporter une solution par rapport au traitement de ces bains de catalyse qui, au bout d'un moment, sont épuisés et donc on doit les remplacer. Et jusqu'à maintenant, les acteurs de l'industrie n'avaient pas de moyens particuliers, donc les envoyaient soit en incinération, la plupart du temps en incinération, et donc à perte, ou en tout cas sans valorisation. Bien sûr. Donc l'idée étant d'essayer de valoriser ce déchet, donc en essayant de récupérer le palladium métal. Donc notre innovation a consisté à trouver une solution pour traiter, une fois que ces catalyseurs sont usagés, de traiter ces solutions pour pouvoir les récupérer électrolytiquement. Et donc ça revient à casser en fait le colloïde, à casser le ligand, et ensuite de pouvoir la récupérer sur une cartouche spécifique. On récupère quelle proportion de palladium métal dans une tonne, par exemple, de déchets? Alors, généralement, ces solutions sont peu chargées quand même en palladium. Elles sont souvent sous des concentrations en palladium dans les solutions entre 0,1 et 1 gramme litre. Donc, voilà, peu. Mais néanmoins, sur des bains de capacité de 1000 litres ou plus, ça peut vite représenter, sachant que ce type de catalyseur peut être changé toutes les semaines, par exemple, ça peut vite représenter, avec un métal précieux comme le palladium, un retour à une valorisation qui peut être intéressante pour Pardonnez mon ignorance, mais le palladium, c'est un métal qui a une valeur sur les marchés. Ah oui, c'est un métal qui a une valeur sur le marché. Alors pas autant que l'or, pardon. C'est, je crois, quelque chose qui doit coûter aux environs de 10 000 € le kilo. Ah oui. C'est dans les platines, c'est pas dans le groupe des platines. Oui. Voilà. Dans le groupe des platines, d'accord. Voilà. L'or est environ vers les 35 000 € le kilo.
Voilà, donc c'est un métal précieux qui peut être valorisé de manière intéressante. D'où l'intérêt de ne pas le perdre, effectivement. Oui, effectivement. Et donc là, vos clients, le marché, vous l'avez dit un petit peu, donc le marché, voilà, là, enfin, les sous-traitants, voilà, les sous-traitants de ces industries-là, hein, qui fabriquent justement les contenants pour ensuite ces choses comme ça. Et c'est effectivement des sociétés qui sont, enfin, en tout cas, une industrie qui est bien implantée sur le territoire français. Et donc là, on va proposer ces solutions pour qu'elles soient installées directement chez les industriels. Hein. On ne fait pas ça nous. On propose nos équipements et nos solutions pour que ce soit fait directement sur site, j'allais dire. Pour éviter aussi tout transport, voilà, tous les coûts additionnels qui peuvent être... Parce que généralement, effectivement, jusqu'à maintenant, ces industriels-là ne pouvaient pas retraiter, donc les donnaient pour externalisation, donc payer le transport. On leur disait qu'on ne pouvait pas les valoriser, donc en fait c'était une perte sèche. On peut utiliser le palladium dans d'autres applications. Oui, alors il est vrai que c'est souvent en fait sous une valorisation ensuite en cycle fermé qui va être faite, c'est-à-dire que il est sous forme métallique. Généralement ensuite, et ça ce sont les utilisateurs, nos cartouches vont être incinérées et un affineur va pouvoir séparer les métaux et ensuite pouvoir soit donner en contre-valeur à l'utilisateur des sels de métaux, parce qu'il va toujours être obligé d'en réutiliser, soit une valeur monétaire, j'allais dire, hein, voilà, de l'argent en contre. Il est plus difficile d'avoir après une filière de réutilisation sur des axes bien particuliers, comme effectivement l'utilisation dans les pots catalytiques ou dans d'autres. On est plutôt effectivement dans une logique de circuit assez court. Enfin, on est in situ, c'est l'industriel qui sur place installe la solution pour récupérer effectivement ce palladium métal. Et là, c'est en quoi l'exemple est intéressant, révélateur de effectivement ce qui se passe sur Polytech. Donc voilà, deux innovations qui se font de manière locale. Oui. Hein, voilà, donc c'est sur le site de production, en méthanisation ou chez un de vos clients que ça se passe. Merci beaucoup. On a vu d'ailleurs la photo de votre machine tout à l'heure. On va maintenant interroger Carole Fonta, qui est directrice de ACN, Alliance Carton Nature. Là, on est dans de la valorisation de briques alimentaires. Oui, c'est un autre type de déchet, mais effectivement, on ne le savait pas forcément trop. La brique alimentaire, elle est recyclée, ça on le sait. On savait que la partie carton partait... en papier, on dit tissu, enfin papier toilette ou enfin autre, ou voilà, sopalin et tout ça. Et enfin parce que c'est en anglais, je voulais pas faire du franglais. Voilà. Enfin, on en refait quelque chose. Voilà. Oui, on en fait. Mais il y a aussi de l'aluminium dans une brique. Et c'est quand même la grosse partie dans une brique alimentaire, c'est quand même 70% de mémoire la partie fibre de cellulose, et le reste c'est aluminium et un peu de polyéthylène et un peu d'aluminium. Ouais. Et du coup, cette fraction polyéthylène, enfin plastique, aluminium, celle-là, elle n'était pas encore vraiment valorisée. Et là, maintenant, elle l'est grâce à plusieurs partenaires d'Alliance Carton Nature. Racontez-nous. Alors c'est vrai que la brique alimentaire, comme vous le disiez, c'est à la base 75% de carton pour la rigidité. Après, on a 21% de polyéthylène et 4% d'aluminium en très fine couche à l'intérieur pour justement assurer la conservation des aliments comme le lait, le jus de fruits, les soupes qui sont conservés dans les briques. Donc effectivement, ces 75%, une fois que la brique est triée par le consommateur, on la met dans la poubelle, elle passe en centre de tri, elle est collectée, elle est mise en balle et derrière, elle arrive chez des papetiers. Donc des papetiers recycleurs, dont le métier effectivement c'est d'extraire cette fibre de cellulose qui valorise très bien parce qu'en fait c'est en plus dans les briques de la fibre vierge très longue. Et à côté de ça, donc on avait cette fraction de polyéthylène et d'aluminium qui est un déchet. Donc vous le voyez d'ailleurs à l'écran, le polyal, donc polyéthylène aluminium. Et donc toute l'idée et tout le travail collectif de l'ensemble de la chaîne a été de trouver des débouchés de valorisation pour ce déchet. Donc on a une première PME qui s'appelle Tredib qui traite. Alors c'est pas Urbanex, c'est celle d'avant, mais on va revenir en arrière si vous voulez. Je veux bien, oui. Pour juste vous illustrer. Non, celle d'après. Voilà, juste celle d'après.
Voilà, qui en fait, par un procédé, permet de traiter le polyhale et de fabriquer des barres, mais également des profilés, qui soit restent en l'état, donc on a une matière qui est grise, ou alors peuvent être teintées aussi dans la masse. Et après, on a une deuxième PME qui s'appelle Urbanex, pour le coup, et qui a eu l'idée, il y a 4 ans, de se dire mais comment est-ce que je peux moi valoriser, retravailler cette matière. Et en fait à la base c'est quelqu'un qui travaillait le bois, qui a adapté ses outils de production et qui a commencé à sortir un banc, donc des choses, voilà, si on voit les slides suivantes, mais voilà, des tables de pique-nique, en fait, des choses qui sont destinées aussi aux collectivités. Et donc l'idée après qu'on a eue, donc lui avançant avec le temps, c'est en fin d'année dernière et en début 2016 de se dire au sein d'Alliance Carton Nature, mais comment est-ce qu'on peut essayer de donner encore plus de valeur que tout ce travail qui a été fait, et on s'est associé donc à un designer qui s'appelle Fabrice Pelletier, que je connais bien. Voilà, qui est assez connu dans le domaine effectivement Fabrice du recyclage. Pelletier, c'est le pape du design dans le monde de l'emballage. Voilà. Eh ben, on a eu la chance de travailler avec Fabrice, voilà, qui est tombé fou amoureux de la matière et qui nous a dessiné. Donc là, vous voyez la gamme pour illustrer juste les premiers, donc les bancs, des poubelles de tri. Il y a une petite boîte à lire aussi, et puis surtout, ce qui marche pas mal, c'est des abris jardins, ou alors même pour dans les écoles, en fait, des petits abris vélos. Donc ça, c'est effectivement historiquement la gamme qui a été développée par Urban Next. Et vous allez voir donc sur la slide suivante, en fait, Fabrice nous a dessiné une nouvelle gamme de mobilier, une gamme design, sachant qu'il a totalement exploité les fonctionnalités, les caractéristiques propres du polyhale, parce qu'en fait, l'idée, c'était de se demander finalement de continuer à explorer ce qu'on pouvait faire de cette matière. Et donc voilà le résultat. Il nous a dessiné toute cette ligne. Alors là, c'était une exposition qu'on a fait à Jardin, à Paris, aux Tuileries. C'était au moment où la Seine débordait. Voilà, on était dans l'eau, mais le mobilier était là. Et là, justement, je rebondis. Là, faut dire aussi toutes les qualités de ce mobilier, justement, entre imputrécie. Alors voilà, j'y viens. En fait, on a une matière première qui est totalement atypique. On a une matière qui est. C'est pas du bois, c'est pas du PVC, c'est non, nouveau. elle a son propre. Alors comme dirait Fabrice, mais il en parlerait beaucoup mieux que moi. Elle a vraiment son propre territoire d'expression. C'est-à-dire qu'on a vraiment une matière qui est imperméable, imputrescible, c'est-à-dire qu'on fait aussi des piquets de vigne, par exemple, avec le polyhale. Elle est extrêmement résistante. Alors quand je dis résistante, c'est résistante au choc, mais résistante également dans sa durabilité, aux intempéries, résistante aux UV. On avait un élu là qui passait sur notre stand hier et qui a des problèmes parce qu'il dit moi j'ai des tags aussi, et en fait le tag ne s'incruste pas, il ne prend pas en fait dans la matière. Ce qui fait qu'effectivement cette gamme historique s'est développée énormément auprès des collectivités parce qu'il n'y a pas besoin d'entretien. Et alors le côté magique en plus, c'est que derrière c'est recyclable. C'est-à-dire qu'on reprend la chaise, on la repasse dans le process et on peut en refaire une table, un banc. Donc le matériau, pour lui donner un nom, c'est polyhale. Le polyhale, polyéthylène, aluminium. Oui. C'est un nouveau matériau. Alors là, on fait c'est une matière première, non pas secondaire, parce qu'elle devient matière première. On est passé effectivement de ce déchet à une nouvelle matière première aujourd'hui qui est effectivement exploitée. Et on ne peut pas appeler matière première secondaire, c'est une matière première en elle-même. C'est une matière première à part entière. Et on travaille beaucoup, donc on a travaillé avec Fabrice et on a aussi beaucoup de succès auprès des designers parce qu'en fait ils nous disent mais on trouve des fonctionnalités dans cette matière qu'on n'a pas avec d'autres matières. On est capable de faire des choses qu'on n'aurait pas. Le polyhale a son véritable territoire d'expression qui lui est propre. Une question sur la collecte des briques alimentaires. Il y a quand même tout un... Alors bon, il y a éco-emballage, bien sûr, la filière éco-emballage. Comment vous captez justement, une fois que ça a été collecté, comment vous captez la matière pour la travailler? Ça, en fait, alors c'est toute la chaîne. Donc c'est déjà, il faut que le consommateur fasse le bon geste de tri. Après, donc effectivement, elle passe dans les centres de tri. Donc là, c'est le métier des centres de tri, justement, effectivement, qui font du tri manuel, du tri optique et qui séparent. En fait, voilà, la chance qu'on va avoir, on l'espère, c'est qu'avec toutes les évolutions dont on parlait tout à l'heure sur l'extension des consignes de tri, on puisse continuer à progresser et que tous les emballages finalement progressent en taux de recyclage. Donc après, derrière, une fois qu'on l'a captée, qu'elle part en balle, elle est travaillée par des papetiers, effectivement, dont je parlais tout à l'heure, qui sont équipés spécifiquement pour traiter cette brique, ce qui est un complexe. Qui n'est pas un papier, qui est du carton avec du polyéthylène et de l'aluminium, et en fait qui ont ce qu'on appelle des pulpeurs, qui sont adaptés pour recycler la brique. Un pulpeur, c'est quoi? C'est comme un mixeur. Vous prenez votre blender à la maison, il y a de l'eau,
En fait, on sépare d'un côté la fibre de cellulose qu'on va égoutter, qu'on va sécher, évaporer, qui va permettre de refaire du papier. Et après, on extrait, donc par flottaison, on a le polyal, le polyéthylène et l'aluminium qui flottent et qu'on récupère comme ça. Parfait. Eh ben, écoutez, on a vraiment vu qu'il y avait beaucoup de belles innovations dans le domaine des déchets et de la valorisation matière. On a vu que le Karl Lagerfeld lyonnais passait il y a 5 minutes. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'antenne. Il y a du beau monde à Eurexpo, comme on dit. En 2 mots, chacun sur le salon, mais en 1 minute, votre ressenti, le résultat. Bon, j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde sur votre stand. Alors voilà, moi c'était mon premier Polytech. Franchement, on a eu un très gros succès. On a eu la chance d'avoir un très bon emplacement, mais on a eu beaucoup de collectivités, beaucoup d'industriels qui ont posé énormément de questions. J'ai même pas eu le temps de faire le tour encore des autres stands. Mais au global, enfin vraiment, c'est un succès pour nous parce que on a eu, c'était nos 2 cibles en fait, nos 2 attentes. C'était vraiment porter, déjà nous faire connaître à Lance Carton Nature, être capable d'expliquer que la brique ça se recycle et qu'avec une brique, en la recyclant, on lui offrait une 2e vie, et puis montrer justement ce nouveau mobilier, cette innovation, pour derrière porter aussi cette PME, Urban Next. Et moi, je suis très fière à chaque fois de dire que cette année, il va avoir doublé son chiffre d'affaires. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de collectivités forcément qui sont présentes. Exactement, voilà. Et puis même privilégié. Au-delà de, au-delà de notre cas, en plus. Pas que des Françaises, effectivement, parce qu'on a la chance d'avoir eu beaucoup de passages d'outre-mer avec du coup un intérêt pour la matière qui résiste aux intempéries et aux conditions sur place. Et puis même de manière beaucoup plus globale, je dirais que on sent vraiment qu'il y a c'est un très beau salon. Il y a vraiment une richesse, des gens qui sont extrêmement mobilisés, des très beaux stands, des très belles actions. Et voilà, en tout cas, nous, on est ravis parce qu'on a eu énormément de contacts, mais de manière plus globale, on sent qu'il y a de l'intérêt, il y a des innovations, ça bouge en permanence. Et vraiment, bravo. Stéphane Ménard. Pareil, un beau salon. Nous, c'est pas notre premier Polytech, oui, c'est un habitué. Mais en tout cas, par rapport à nos attentes, effectivement, beaucoup de contacts, beaucoup de visites. C'est vrai qu'on a pu bénéficier d'un emplacement intéressant aussi, donc ça joue. Mais je trouve effectivement beaucoup d'activités, beaucoup de visiteurs. J'ai moi non plus pas eu le temps de faire le tour. C'est d'ailleurs très intéressant, comme ça j'ai déjà appris plein de choses là autour de la table. Ça donne envie. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vais prendre le catalogue des exposants pour regarder tout ça. Mais en tout cas, oui, beaucoup d'activités et ça fait plaisir de voir qu'il y a autant d'innovations autour de chez nous. Ouais, il faut dire aussi que MPC a aussi d'autres innovations très intéressantes. Donc là, on en a parlé. Mais voilà. Et Lucie, je pense qu'elle a le même ressenti, mais c'est aussi lié au fait que les innovations ont été particulièrement mises en avant cette année et que vos emplacements aussi ont été particulièrement soignés. Alors, c'était pas le cas forcément, enfin, c'est pas que c'était pas le cas avant, mais c'était une autre organisation et je pense que ça là marche bien. Oui, ça marche très bien. Nous aussi, on a eu la chance de pouvoir travailler avec Pibolo, qui a des espaces cafétéria où on a pu placer des R3D3, donc nos poubelles intelligentes. Donc vraiment pour les mettre aussi en test et en situation réelle. Donc ça, c'est génial d'avoir des acteurs comme ça qui soutiennent. Et puis, on a pu placer un FlexiDry, donc notre machine de déconditionnement sur notre stand. Il faut aller le voir. Et ça, c'est parlant. Et on a eu des contacts très quali. Après, on est un peu avec Biogaz Vallée dans le coin d'un bâtiment, mais on fera mieux dans 2 ans. Alors, Carole Fonta, vous allez peut-être avoir un nouveau client. Est-ce que vous seriez capable de fabriquer la prochaine table du plateau TV de Polytech ? Ah bah écoutez, celle-là, c'est du verre et du bois. Avec grand plaisir. Donc on aimerait bien que vous nous dessiniez quelque chose et que finalement on fasse avec Fabrice que je connais, que je fréquente régulièrement. Donc du coup, on peut très bien se réunir et faire il vient me faire un beau dessin. Et puis votre entreprise, nous produira cette table. Voilà. On a la chance qu'ils travaillent sur mesure, donc voilà. Et si vous pouvez nous faire une petite remise, ce sera bien. On négociera ça après. Voilà, merci à vous 4 d'être venus pour cette émission consacrée aux déchets et à la valorisation matière. Bonne fin de salon. On se retrouve nous un peu plus tard pour une nouvelle émission. Merci.